Bonsoir à tous. Un coup annoncé en fuite et en cavale, un autre interpellé et placé en détention, plus loin dans le confort de son bureau ou en séance de travail avec ses collaborateurs. Le sort de Cyrus Ngor, ci-devant directeur général du port autonome de Douala, interroge le dirigeant de cette mastodonte qui ressort du portefeuille de l'État, que l'on sait sous le coup d'une condamnation judiciaire depuis le 5 août 2021 dans l'affaire Kanabois, est en tout cas, jusqu'au moment où nous faisons cette émission, en liberté, libre de ses mouvements. Une liberté qui manifestement dérange et qui laisse libre cours depuis quelques semaines maintenant à un feuilleton des plus ubuesques. Au-delà de l'affaire Kanabois, où il a été condamné à verser près de 164 millions de francs CFA à la justice camerounaise, que cache cette affaire qui suinte un imbroglio politico-judiciaire sous fond de guerre de pouvoir. Mot pour mot s'y intéresse ce soir. Et puis, deuxième sujet, Benjamin Mboutou. Vous connaissez, eh bien, il ne s'agit ni plus ni moins que du préfet du département du Vouri, un important haut responsable dans l'administration camerounaise, donc l'administration publique, le patron de la territoriale dans le département du Vouri, et qui est frappé par un malheur depuis quelques jours, à savoir le deuil de sa maman. Et selon un document abondamment diffusé sur les réseaux sociaux, il aurait sollicité pour besoin d'assistance dans ce malheur un dirigeant d'une société brassicole de la place à l'effet d'obtenir de lui des donations en boissons. Les faits ainsi relayés ont indigné et choqué plus d'un au sein de l'opinion publique, suscitant moultes interrogations sur la frontière à observer entre ce qui relève de la fonction, de la charge administrative déléguée par l'État et la sphère privée. Nous en parlons aussi en deuxième partie, en deuxième temps fort dans cette émission de Mot pour Mot. Bienvenue à toutes et à tous. Après la transition, je vous présente le panel qui m'accompagne ce soir. Eh bien, ils sont 4 sur ce plateau de Mot pour Mot, des politiques, des personnalités de la société civile et puis des observateurs attentifs, des journalistes et éditorialistes de la scène publique camerounaise. On va commencer par Célestin Djamen, homme politique bien connu, président de APAR. Célestin, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Polycarpe, bonsoir à tous les téléspectateurs de Dash TV. C'est un plaisir d'être là. C'est une grande première pour moi de prendre part à cette émission. Je vous en remercie. Vous êtes président d'APAR et auteur d'un livre qui n'est pas encore paru, mais qui est déjà annoncé. Absolument. Un livre événement, dans le titre. Absolument, tout à fait. Le titre est le fédéralisme unitaire. Fédéralisme unitaire. Un fédéralisme qui rassemble, un fédéralisme qui unit, un fédéralisme qui appelle les Camerounais à comprendre que les désaccords sont naturels, mais que quoi qu'il arrive, nous sommes quand même fiers d'appartenir à une grande nation qu'est le Cameroun. Donc nous célébrons ce mois l'unité nationale du Cameroun et c'est l'occasion pour moi de parler de ce livre parce qu'il me semble qu'il était important de recadrer les choses. Il y a quelques auteurs assez connus sur la place politique qui ont commis un bouquin parlant de fédéralisme communautaire. Ça me semble être une piste extrêmement dangereuse parce que beaucoup de nos pionniers, de nos pères fondateurs du patriotisme camerounais sont morts, ont versé leur sang parce qu'ils voulaient un Cameroun rassemblé, un Cameroun unifié, un Cameroun uni. Et vous avez quelques amuseurs publics qui arrivent pour dire que non, il faut se regrouper en petits groupes communautaires. Amuseurs publics, vous avez dit. Parce que pour moi, s'amuser avec ce genre de concept me semble extrêmement dangereux. C'est extrêmement dangereux. Parce que les gens sont morts pour ça, pour l'unité du Cameroun, pas l'unité des départements camerounais. Je ne pense pas. Regardez simplement nos pères fondateurs, les pères du patriotisme que sont Houssène Afana, Moumié, Ouandié, etc. Ils sont morts parce qu'ils se battaient contre le colon, pour que le Cameroun reste uni. Nous attendons l'apparition du livre, c'est pour quand déjà? C'est pour le 20 juin. Pour le 20 juin, donc au courant de ce mois. Absolument. Nous en prendrons connaissance, évidemment, nous en reparlerons sur ce plateau. Le fédéralisme communautaire est une publication... Unitaire. Pardon. Communautaire est un livre de Cabral Libi, président du PCRN. Et donc, le fédéralisme unitaire vient en réponse, on vient de l'apprendre, à cette première livraison de Cabral Libi. En face de vous, à notre politique, il s'agit de Youf Jean-Claude, qui représente ce soir le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Polycarpe. Bonsoir l'ensemble des co-panélistes et
bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Le Rassemblement démocratique peuple camerounais vous remercie de l'avoir convié une fois de plus sur ce plateau et nous espérons édifier la lanterne. C'est pour les besoins d'équilibre et évidemment de représentativité de toutes les sensibilités, à tout le moins les plus on va dire, représentatives de notre scène politique et publique au Cameroun. Donc naturellement, le RDPC, comme tous les autres partis politiques, est le bienvenu sur nos plateaux. À côté de vous, Alex Gustave Azébazé, que je vais présenter comme, il faut faire simple, hein, comme journaliste, on va dire plutôt senior journaliste, tellement ça fait longtemps qu'il opère dans ce milieu, depuis quasiment 30 ans maintenant, et qui est enfin observateur de la scène politique camerounaise, observateur et analyste politique donc. Alex Gustave, c'est toujours un plaisir de t'avoir avec moi sur un plateau. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Polycarpe, bonsoir à mes honorables co-panélistes. J'apprends à prononcer ce mot, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et surtout bonsoir aux téléspectateurs de cette émission que je crois découvrir. Et surtout, bon vent à votre chaîne que je visite pour la deuxième fois. J'espère que ce sera avec un plaisir renouvelé que je contribuerai s'il y a lieu. Merci à vous en tout cas. Et pour terminer, Philippe Nanga, en face de Alex Gustave Azébazé, Philippe Nanga qui est aussi bien connu de la scène publique camerounaise. Philippe Nanga, plutôt de la société civile, président de l'ONG Un Monde à Venir, c'est bien ça? Coordinateur. Je n'ai pas envie de faire me mettre en conflit avec mon voisin qui est président. Moi, je suis coordinateur. Ouais, c'est une question sémantique, mais ça renvoie probablement à la même chose. On ne joue pas sur le même terrain. Il y a une grosse nuance qu'il faut prendre en compte entre un président et un coordinateur. Donc, la nuance, c'est quoi? Le concept n'est pas le même. Dans le concept francophone, quand on parle du président, c'est quelqu'un qui dirige, qui donne une direction, qui, si vous voulez, décide, qui conduit de manière directive. La notion de coordinateur, beaucoup plus utilisée chez les anglo-saxons, c'est plutôt un animateur, un facilitateur, n'est-ce pas, d'un groupe. Voilà, c'est vraiment quelqu'un qui coordonne un service, qui coordonne des énergies, n'est-ce pas, pour produire un résultat qui ne lui est pas attribuable. Il y a une grosse différence entre la conception de la direction des affaires par les francophones que par les anglophones. On va se dire que les territoires ne sont pas les mêmes. Lorsqu'on est en politique, il faut quand même, je pense, porter un projet, une vision. Donc, un peu de ce point de vue, je crois que c'est un choix. Accepter le fait qu'on soit président. C'est un choix. C'est un choix que je respecte évidemment. Il y a des partis politiques où le leader n'est pas forcément appelé président. On a entendu, premier secrétaire, premier triumvir et tout le reste. Voilà. On célèbre Gustave et Saka, j'étais encore. En tout cas, c'est un plaisir de participer à votre émission. Je découvre votre très beau studio. Voilà, c'est la première fois que j'entre ici. J'avoue, j'ai souvent été à la radio. La radio, c'est aussi assez bien. Et ça fait toujours plaisir de voir que notre pays évolue du point de vue médiatique avec des infrastructures, j'allais dire, modernes. Voilà. Et qui participent de la modernité, de l'expression démocratique. En effet. Un Monde à Venir s'occupe de quoi principalement? Un Monde à Venir, c'est une organisation de la société civile, évidemment, qui travaille sur deux thématiques principales, les droits de l'homme et la démocratie. Nous balayons trois grands axes. C'est la lutte contre les discriminations, l'accès aux droits et la mobilisation des publics. Un Monde à Venir travaille à accompagner les publics à accéder à leurs droits, à connaître leurs droits, à savoir défendre leurs droits. Un Monde à Venir lutte également contre toute forme de discrimination. C'est pour ça que les questions d'égalité des sexes, les questions de racisme, tribalisme, c'est des choses que nous combattons dans la société. Un Monde à Venir, c'est surtout aussi la construction des mobilisations des publics. Parce que nous mettons au cœur de nos activités la citoyenneté, donc la capacité pour chaque individu à porter ses problèmes, à construire des réponses avec les autres et à trouver des réponses durables. Et nous travaillons là-dessus
parce qu'on est dans un environnement où peut-être du fait de l'histoire répressive de notre société, les gens ont perdu le réflexe de la revendication. Et il faut qu'il y ait des organisations qui rappellent aux citoyens leurs droits, leur obligation de réagir et d'agir quand les choses ne vont pas. Et c'est un peu le jeu, j'ai envie de dire, que joue Un Monde à venir dans l'espace public camerounais. Et donc votre place sur ce plateau est tout à fait pertinente. Je vous propose, monsieur, de nous rafraîchir un peu la mémoire sur le sujet que j'ai annoncé dans le terme de propos, à savoir cette fameuse affaire que pas grand monde comprend et qui, comme je le disais, chointe l'odeur d'un gros imbroglio politico-judiciaire. C'est l'affaire qui met au cœur de l'actualité depuis plusieurs semaines maintenant le directeur général du port autonome de Douala, une grosse entreprise publique, l'une des principales au Cameroun, qui est donc condamnée depuis maintenant près d'un an dans une affaire de redevances, je crois, domaniale au port de Douala, contre une entreprise Canabois, et qui finalement se retrouve en voie d'être arrêté ou mis en détention parce que n'ayant pas payé les amendes qui lui ont été infligées. Je vous propose de regarder avec moi ce sujet que signe pour nous Adrien Nobodem pour remettre les choses en contexte. Pour comprendre cette affaire qui oppose le port autonome de Douala à la société Canabois, nous allons nous contenter des correspondances des principales personnes incriminées dans cette affaire, ces dernières n'ayant pas souhaité s'exprimer. Il s'agit en réalité d'une affaire qui, au fil des mois, s'est transformée en une saga judiciaire dont les prémices remontent à l'an 2018. Au 1er janvier de cette année, le port autonome de Douala, par son directeur général Cyrus Ngo, procède à la revalorisation des tarifs des prestations portuaires. Au 20 juillet 2020, la société est sommée de payer plus de 155 millions de francs CFA au titre de taxes domaniales. Estimant être en face d'un abus, elle va saisir le tribunal de première instance de Douala-Bonanjo. Cette juridiction, statuant en matière correctionnelle, va déclarer le 5 août 2021 Cyrus Ngo coupable d'abus de fonction et concussion et condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 5 ans, décision assortie des peines d'amende et des dépenses au profit du Trésor public camerounais. Le directeur du port autonome de Douala trouve cette décision du 5 août curieuse à plusieurs égards. Selon lui, le régime tarifaire applicable aux prestations rendues par le port autonome de Douala est défini par l'autorité portuaire nationale. Il s'agit donc d'une décision du gouvernement camerounais et non de la direction du port autonome de Douala. Ceci avant d'accuser le juge Abada de harcèlement et de chantage. Son conseil et lui soutiennent que le magistrat Abada a refusé de dire le droit, privilégiant ses intérêts personnels. Pour que justice soit faite, le magistrat Abada va adresser un mémorandum à Paul Biya, président du Conseil supérieur de la magistrature. Il sollicite la haute intervention du chef de l'État pour mettre un terme à cette cabale entreprise contre sa personne, sa carrière de magistrat, sa famille, avant d'émettre le vœu d'être mis au service d'une autre administration. Une énième correspondance relayée par la presse nationale, mais surtout devenue virale sur les réseaux sociaux. Un déferlement épistolaire à même de perdre l'opinion. On navigue entre condamnation et inexécution des décisions de justice, où sointe un imbroglio politico-judiciaire sur fond de chantage et en réalité de bataille de pouvoir. Voilà, c'est donc Adrien Nobodem qui nous rafraîchit la mémoire pour comprendre les ressorts de cette affaire. Mais jusque-là, j'avoue que malgré ce reportage, j'ai toujours du mal à comprendre ce qui se joue très clairement au port autonome de Douala. Alex Gustave Azebazé, est-ce que vous qui êtes sans doute intéressé, est-ce que vous y comprenez quelque chose à ce qui se joue autour de Cyrus Ngo à ce jour? Vous venez de faire une introduction quand même qui m'intrigue. Pourquoi je suis plus intéressé que tout autre Camerounais?
tout le monde. Je ne dis pas que vous n'y avez pas intérêt, mais je suppose que en tant qu'observateur Vous savez, le français... et analyste politique, je ne suis pas en train de vous accuser de quelques conclusions que ce soit avec une partie ou une autre. Vous savez, le pays est dans une spirale, j'allais dire infernale, où quelquefois on n'a pas envie de venir sur le plateau de télé parce que il suffit que vous défendiez une position, quels que soient les arguments que vous développez, quels que soient les éléments de contexte que vous mettez en lumière, il se trouvera quelqu'un pour penser que vous le faites parce que vous avez un intérêt personnel. Évidemment, je ne renie pas qu'il peut arriver qu'un bon citoyen, d'abord, que j'ai des intérêts personnels lorsqu'il s'agit de mes affaires privées. Mais en l'espèce, il ne s'agit pas d'une affaire privée, c'est une affaire publique. Et donc, ce que je vais dire, c'est que cette affaire-là, pour moi, elle n'est pas plus émouvante qu'une autre. Parce que depuis que je couvre les affaires publiques en général et les affaires liées à la gouvernance des entreprises publiques, je constate qu'il y a une telle envie de contrôler l'espace portuaire de Douala par différents réseaux dans ce pays que chaque fois, il ne m'étonne pas que après un directeur général, le directeur général en place est souvent accusé, attaqué de faire ci ou ça. Quand il est remplacé, c'est les mêmes accusations qui sont portées contre celui qui vient. Et quelles que soient les législations qui sont mises en place ou les réglementations qui sont mises en place pour encadrer les opérations portuaires et maritimes, parce qu'on oublie souvent que le port est essentiellement un espace logistique qui offre des services et qui doivent être payés par ceux, opérateurs économiques, comment je vais dire, qui s'installent ou qui sont de passage. Ça peut être les navires, ça peut être des entreprises qui louent des entrepôts ou des espaces, comme dans le cas qui de notre affaire qui nous intéresse, l'entreprise Canabois. Moi, ce que j'ai appris, parce que je suis un ancien étudiant de droit, qu'on ne commande pas les affaires pendantes qui sont pendantes devant les juridictions. Mais comment, en tant que journaliste, échapper à l'envie de donner, je ne vais pas dire un éclairage, je ne suis ni le procureur de la République, ni l'avocat de tel ou tel parti dans ce dossier, mais comment échapper à l'envie de dire sa perception dans une affaire qui est finalement devenue publique. Quelle est-elle donc, la perception? La perception que j'ai commencé à le dire de manière globale, mais dans cette affaire spécifique, j'ai l'impression, je préfère parler d'impression, que par un ensemble de décisions judiciaires, il est méconnu au top management du port autonome de Douala le droit qu'ils ont à assurer, la régulation de l'espace dont ils ont la charge et qu'ils assurent par délégation de l'autorité publique. 2, qu'on semble leur méconnaître le droit, je ne vais pas dire le pouvoir, mais le droit qu'ils ont à l'issue d'un ensemble de concertations. Parce qu'au port de Douala, il existe des instances consultatives qui, généralement, tripartites. Administration gouvernementale, entreprises et autorités portuaires, qui donnent systématiquement leur avis pour la définition des tarifs praticables dans l'espace portuaire. Et en l'espèce, j'ai cru comprendre que, je crois que ça date de 2020 ou 2019, que le comité consultatif d'orientation du port de Douala, auquel l'entreprise chargée, l'entreprise délégataire de la mission de service public portuaire, c'est-à-dire le port autonome de Douala, a soumis une nouvelle grille tarifaire. Et sur la base de cette nouvelle grille tarifaire,
elle a revalorisé ou revu les taux qui étaient pratiqués jusque-là pour l'occupation des espaces locatifs ou des espaces concédés aux entreprises, à certains exploitants, certaines entreprises. Et le conflit, donc, qui naît avec cet opérateur particulier, peut-être qu'il y a d'autres opérateurs. Et lié à cela, est-ce que le port de Douala, on peut considérer? Moi, je préfère ne pas parler de M. Cyrus Ngor. Parce que j'imagine que si toute autre autorité, tout autre directeur général qui est à la tête du port autonome de Douala, tant que cette décision-là, qui a fait l'objet, je le dis, à toi je le répète, pour avoir lu un certain nombre de documents qui ont circulé, comité consultatif portuaire, autorité portuaire nationale APN, qui est l'instance de régulation ou de la concurrence dans le domaine portuaire, si que Cyril Ngor soit directeur général du port autonome ou de Douala ou non, ces décisions-là vont être appliquées ou devraient être appliquées tant qu'elles ne font pas l'objet de révision. Or, moi, je suis étonné que la société, l'entreprise dont il s'agit, et dont je ne vais pas prononcer le nom, au lieu d'engager une action en remise en cause de cette tarification, attaque intitule personne. Quelqu'un qui exécute un mandat qui lui est dévolu à travers ses responsabilités à la tête d'une entreprise comme celle-là. Et comment je vais dire, lesquels mandats sont validés par le conseil d'administration du port autonome de Douala, qui, ma foi, vérifie et s'assure que, puisque la représentation au sein du conseil d'administration du port autonome de Douala reflète plus ou moins l'ensemble des professions intéressées dans l'activité portuaire. Donc, en un mot comme en mille, cette affaire m'intrigue. Elle m'intrigue en ce que c'est la première fois que j'ai vu, sans qu'on ne nous explique que dans l'exécution de la décision, dans la mise en œuvre de la décision, de faire payer les droits portuaires que devait cette entreprise-là, les autorités ou les responsables du port de Douala aient usé des voies de fait, c'est-à-dire de la violence, de quelque violence que ce soit, ou qu'elles aient abusé des fonctions qui étaient les leurs. Donc du coup, moi je ne vais pas tirer de conclusion. En tout cas, moi je pense que peut-être qu'après les autres, on reviendra. Tout à fait. Célestin Jamène, il n'empêche que c'est bien Cyrus Ngor qui est condamné depuis donc août 2021 et que l'entreprise qui est redevable au port autonome de Douala est aujourd'hui victime, on va dire, les choses comme elles se présentent. Est-ce que vous aussi, vous vous étonnez de la façon dont cette affaire a surgi sur l'espace public et comment elle a été traitée jusqu'ici? Bien, je pense que le fond de l'histoire, il faut bien sûr voir l'aspect juridique, c'est important, mais il y a aussi une affaire qui est sous-jacente, qui me semble être une affaire politique extrêmement grave. Il y a deux clans qui s'interposent sous couverture juridique. D'abord, sur le plan juridique, il est tout à fait anormal que l'acte posé par Cyrus Ngor, directeur du PAD, soit détachable de l'entreprise d'État dont il incarne la direction. Parce qu'en vérité, en droit, qu'est-ce qui se passe? Le port autonome, c'est une entité publique, reconnue. C'est une personne morale. Donc, s'il y a un acte posé sous la coupole de l'entité morale, vous condamnez l'entité morale. Vous ne condamnez pas la personne, sauf s'il y a des fautes personnelles qui lui sont attribuées. Dans le cas d'espèce, quand on regarde l'affaire, les redevances à verser, il est évident que c'est au nom du port que Cyrus Ngor a agi. Donc, d'où vient-il que le magistrat puisse faire interpeller, puisse même lancer des mandats d'arrêt contre un directeur qui a agi dans les canons? Je rappelle que, et d'ailleurs Alex l'a rappelé, il y a des organes au sein du PAD. Il y a le conseil d'administration, il y a l'exécutif qui est représenté par Cyrus Ngor, il y a tous les organes qui ont siégé régulièrement, dont les actes qui sont pris l'ont été sous le quitus de ces organes-là. Et pire encore, et là je bascule sur l'aspect politique, le juge Abada avoue qu'il n'a pas dit le droit sur le fondement du droit, mais qu'il a reçu la pression de sa hiérarchie.
le débat pourrait être clos à ce niveau-là, puisque si je reçois pression pour dire le droit, je ne suis plus digne d'être magistrat. Mais il n'est pas fautif, puisque de toute façon, je vous dis qu'il y a un combat sous-jacent qui est politique. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre l'affaire. Parce que si vous limitez au niveau uniquement judiciaire, vous n'y comprenez absolument rien. Évidemment, on a vu qu'il y a un autre du PM qui ordonne au PAD, au directeur du PAD, de surseoir, n'est-ce pas, à l'acte que lui réclame le TPI de Bonanjo. Mais de quoi se mêle le Premier ministre? D'abord, je dis, les actes sont transparents, tracés. Et le Premier ministre n'est pas, à mon sens, le supérieur hiérarchie des ministres. C'est le primus inter pares. Comme l'a dit tout à l'heure, en début d'émission, Philippe, c'est qu'il coordonne l'action du gouvernement. Il n'est pas le supérieur des ministres. Donc il n'a pas d'instruction particulière à indiquer au directeur du PAD. Donc cette affaire, à mon sens, c'est une affaire évidemment qui concerne les relations endogènes au niveau du Cameroun. Il y a des clans qui se tissent au niveau du pays. Il y a un combat entre le Premier ministre et le secrétaire général de la présidence, et puis la victime, c'est Siyosgo, parce qu'on ne peut pas quand même accuser quelqu'un d'un délit de compétence. C'est un monsieur qui a fait ses preuves. Alors peut-être qu'on lui en veut d'être 1000 fois meilleur que Bolloré, je n'en sais rien. Et que, sait-on jamais, Bolloré peut être derrière pour tirer les ficelles, je n'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est que quand on regarde le port, qui est un secteur névralgique de l'économie nationale, qui est devenu très attractif, quand on voit les infrastructures qui ont été améliorées, quand on voit la sécurisation des portiques, quand on voit la manière dont le traitement clientèle est fait, qui n'a plus rien à voir avec les villageoiseries de Bolloré, mais évidemment, ça fait des envieux. Alors, de quoi se reproche Siringo? Pas de grand-chose, parce que c'est l'un des rares managers. Si on cite le top 5 des managers au Cameroun actuellement, je crois qu'il en fera partie. Alors maintenant, d'où vient-il qu'ils reçoivent des pics? D'abord, je suis heureux qu'ils soient en liberté parce que certains agitateurs sur les réseaux sociaux ont dit qu'il a pris la fuite à travers les toilettes, je ne sais pas où. Bon là, évidemment, apparemment, il est libre. On sait où il habite, on sait où il tient ses conseils d'administration, on sait tout ça. Donc pourquoi l'interpeller de cette manière-là? Donc je pense qu'il y a un soubassement qui ne dit pas son nom et qui est la conséquence directe d'une mafia à la sorte des impérialistes. Parce que ça commence depuis que Bolloré n'a pas vu son contrat renouvelé. Il faut bien comprendre ça. Ces malheurs commencent depuis que M. Bolloré a été désavoué par la justice. Donc il n'y a pas de séance de rattrapage. Aujourd'hui, je crois que ce qu'il faut regarder, c'est l'intérêt économique du Cameroun. M. Siyosgo est nommé par le président de la République. Il n'y a pas de raison que les magistrats, dans leur petite mafia, pas tous bien sûr, viennent servir les intérêts des gens qui n'ont rien à voir avec nos intérêts à nous. Donc moi je pense que dans ce cas-là, il faut déjà éplucher les dessous, comment dirais-je, à la fois politique et économique, avant de voir l'aspect judiciaire. Un juge qui avoue qu'il a été manipulé, mais il vous dit que voulez-vous que je vous dise? Ce n'est pas une commenter l'action en justice. Le TPI de Bonanjo prend une décision qui n'est basée sur rien du tout. À la limite, il aurait pu condamner le PAD, mais pas l'individu en tant que tel. Donc voilà un peu les enjeux qu'il faut mettre sur pied aujourd'hui. Et je rappelle qu'au Cameroun, on a très longtemps reproché aux autorités politiques de confier la gestion de nos grandes entreprises d'État aux étrangers. Pour une fois, un Camerounais est à la barre. Il fait du bon boulot depuis 5 ans, mais c'est extraordinaire, le bilan, c'est extraordinaire. Son bilan est incontestablement positif. Alors, qu'est-ce qu'on lui reproche exactement? Je pense que tout le monde connaît le président de la République, il n'est pas homme à être très hâtif sur les décisions, mais je pense qu'il serait quand même utile qu'il donne son arbitrage. C'est quand même lui qui est à la barque de l'économie nationale, qui est le directeur de tout ça, qui est le manager général de toute cette économie nationale. Donc il faut qu'il donne son arbitrage. Parce que je suis convaincu que ce n'est pas qu'une affaire judiciaire. Il y a une affaire d'instrumentalisation de la justice qu'il faut mettre en exergue. Et si on ne veut pas éplucher cette partie-là, eh bien je crois qu'on n'aura rien compris à cette affaire. Philippe Ndanga, est-ce que, de votre point de vue, cette affaire est plus politique que judiciaire? Je crois que quand on écoute les uns les autres, quand on observe cette affaire-là, qui circule dans les réseaux sociaux, malheureusement, il n'est pas toujours aisé d'avoir la bonne information, l'information officielle sur les affaires, quand bien même c'est des affaires publiques. Il me semble que ça s'inscrit dans la sphère des affaires politiques que nous vivons depuis quelque temps, où on voit bien qu'il y a des groupes qui semblent s'affronter aujourd'hui plus au niveau de la gouvernance de notre pays. Ce n'est pas une affaire isolée.
l'affaire Cyrus Ngor n'est pas une affaire isolée. On a d'autres affaires qui circulent comme ça, où on condamne tel, on le relaxe, et ainsi de suite. Et donc, ce n'est pas une affaire isolée pour moi. C'est une affaire, j'ai envie de dire, de fou, comme la plupart des affaires qu'on vit ces derniers moments. Je voyais encore un autre document qui circulait hier ou avant-hier, où c'est le procureur général qui instruisait le commissaire central d'exécuter le mandat d'arrêt et tout ça. Ouais. Et tout ça, c'est dans les réseaux sociaux. Vous comprenez que on n'est plus dans un pays normal depuis quelque temps. On n'est plus dans un pays normal parce que si je m'en tiens à ce que j'ai lu à travers les réseaux sociaux, quelqu'un est condamné. Voilà. En fait, normalement, c'est évidemment l'entreprise qui est poursuivie et même que les sous sont versés, à ce que j'ai appris. Mais on dit non, c'est pas l'entreprise que... Des chèques débités des comptes du PAD. C'est pas l'entreprise que nous voulons, c'est toi. Voilà, c'est ton argent nous voulons. Et puis, c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. Et je crois que le directeur général du port est un peu dans les taux des clans qui se battent actuellement. Il y en a qui, évidemment, c'est depuis le départ de Bolloré, on voit bien qu'il y a deux clans qui s'affrontent, plus haut niveau. Identifions-les, ces clans-là, si on peut dire les choses clairement. C'est difficile de les identifier. Bon, lorsque le juge dit « j'ai condamné sous pression de ma hiérarchie ouais. », on entend qui par ma hiérarchie? Si on veut prendre... Le président du tribunal de première instance de Bonanjo. Et plus haut? J'en sais rien, moi. Voilà, donc c'est très complexe de désigner quelqu'un. On voit plutôt des groupes. Moi, je vois des groupes. Je pense qu'il faut écouter ce qu'il dit. Je vois des groupes qui s'affrontent. Il est difficile. On voit bien, quelqu'un a parlé du PM. Le PM, il me semble même un peu éloigné de l'affaire. Parce que, en réalité, c'est au sein de la présidence de la République qu'on voit qu'il y a visiblement deux groupes qui s'affrontent. Entre le secrétaire général, le directeur de cabinet ou autre. Donc, on voit bien que, si vous regardez l'affaire, je vais peut-être la citer aussi, l'affaire de l'homme d'affaires Amok Belinga. Si vous voyez, c'est des affaires de fou. Vous avez vu ce qui s'est passé avec son journaliste à l'époque, où on vient l'arrêter aujourd'hui, et quelques jours après, Donc, on est dans une guerre de clans. Et si vous vous retrouvez au milieu, comme c'est le cas de Cyrus, j'imagine qu'il doit être très mal à l'aise. Parce que lui, il ne se reproche de rien, évidemment. Vous voyez, il voyage, il revient. Je suppose qu'il était bien au courant qu'il y avait une condamnation, mais il revient. Il revient parce qu'il ne se reproche de rien. Mais apparemment, il était parti pour être, comme nous on dit souvent, la société civile kidnappée. Voilà, à l'aéroport à sa descente. Et heureusement que dans ce cas de figure, il y a quand même toujours des personnes qui estiment que ce n'est pas juste et qui vont rentrer dans la combine pour essayer de protéger celui qui est la victime. Je pense qu'il a été aidé par des Camerounais qui ont estimé que ce n'était pas juste de faire ça. Il aurait été sauvé in extremis par la présidence de la République. Bon. Ça reste à vérifier. Bon. Ce qui est certain, c'est que les informations disent quand même qu'il a été exfiltré, on va dire ça comme ça, là, pour sortir. Il a été pris... au pied de l'avion. Voilà. On est venu le chercher au pied de l'avion, voilà. selon les informations. Donc, oui. Non, c'est pour dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans une sorte de tourmente où, si vous avez le malheur d'être visé par un clan parce que vous avez une proximité avec un autre clan, eh bien, votre situation devient très délicate. Et je pense que le port de Douala est en train de souffrir de cela. Youf Jean-Claude, j'imagine que vous serez inconfortable dans cette discussion parce que lorsqu'on parle de clans qui se battent, c'est bien le clan au pouvoir, le grand clan, et c'est les éminents membres de ce clan-là qui se livrent bataille. Est-ce que vous êtes fier du spectacle auquel nous assistons au travers de cette affaire Cyrus Ngor, Kanabois et tout ce que la justice peut nous livrer comme
éléments d'information depuis quelques semaines. Vous savez que si cette affaire n'est pas peinte à travers les mots clans et tout, ça ne servirait à rien du tout à l'opinion apparemment. Et la presse n'aurait pas sensation dans ce cas. Donc c'est pour ça qu'il est nécessaire pour les uns et les autres, même lorsqu'on ne voit rien, qu'on dise quand même qu'il existe des clans, tel tir, les ficelles, tel ceci. Il peut y avoir des erreurs commises par des uns et les autres. Non, au lieu de ramener la faute immédiatement à celui qui a commis l'erreur, non, on va dire c'est parce que c'est elle qui est là-bas, c'est elle. Et on repousse toujours. Et toujours la faute à celui qui ne sait même parfois ni d'Adam ni d'Ève. De quoi il en est question. Cette affaire est pendante en justice telle que M. Alex Gustave Zébazé l'a dit. C'est tout à fait normal que nous ne puissions pas commenter les décisions de justice, surtout que nous sommes dans un pays de droit où que nous reconnaissons que la justice est indépendante et qu'il y a des voies de recours. Vous la trouvez indépendante, la justice, avec tout ça à quoi on assiste là? Qu'est-ce qui donne l'indépendance d'abord d'une justice? C'est à travers d'abord la loi, c'est à travers la réglementation, c'est à travers les textes, c'est à travers les décisions jurisprudentielles, et ainsi de suite. Maintenant, on a dit que les magistrats rendent la justice en leur âme et conscience. Et lorsqu'un magistrat prend sa belle plume pour dire que j'ai rendu une décision, mais je ne l'assume pas, et qui sollicite l'arbitrage du patron de la magistrature. Une fois de plus, il sera toujours aussi face à son propre miroir. Parce qu'en réalité, il a aussi rendu sa décision en son âme et conscience. Bon, maintenant... Il y a un juge qui affirme, qui avoue qu'il a reçu des pressions, qui n'a pas dit le droit sur la base du droit, en fait. C'est ça le problème. Attendez, peut-être je peux rappeler le fait précis. Le magistrat en question, sur la base de deux correspondances que j'ai vues. Une, sa réponse à la demande d'explication. Et je découvre qu'on donne des demandes d'explication au juge du siège, au magistrat du siège. Je ne savais pas. Je pensais que le juge du siège était un magistrat indépendant. En principe. Je constate qu'il est traité comme un magistrat du parquet. C'est une nouveauté. Moi, on ne nous a pas enseigné ça quand on était à l'université. On faisait un peu le droit. La deuxième chose, c'est que dans la lettre, dans le mémo qu'il adresse au président de la République, il dit que mon rapport, le rapport de moi, juge Abada, chargé de ce dossier, recommande, en tout cas, mon rapport à ma hiérarchie, je ne sais pas pourquoi il doit faire des rapports à sa hiérarchie, avant de rendre la décision, prévoyait telle décision que je ne vois pas en quoi le directeur, l'individu directeur du port autonome de Douala est fautif à titre personnel dans ce dossier. C'est ce rapport-là qu'il a envoyé, mais on lui a dit, on lui a retourné, et il dit, ma hiérarchie directe. C'est ça qui a retenu mon attention. Il a dit, ma hiérarchie directe. Et pour ceux qui connaissent l'organisation judiciaire du Cameroun, la hiérarchie directe ne peut quand même pas être cherchée au plan horizontal, c'est au plan vertical. Et donc, moi, je ne veux pas citer des noms de gens ici. C'est le ministre de la Justice. Je ne sais pas si le ministre de la Justice est la hiérarchie directe du président de magistrat du siège. Fait partie du ministère public. Bon. Donc, vous voyez, moi j'ai entendu, puisque la demande d'explication à laquelle il répond est signée du président du tribunal de première instance de Douala-Bonanjo. On peut préjuger, même s'il n'a pas cité que sa hiérarchie directe, c'est le président du tribunal de première instance de Bonanjo. Et je suis quand même embarrassé que des choses comme ça apparaissent dans l'espace public. Et quand ça apparaît, on peut faire la moue, la fine bouche. Nous sommes tous en danger quand on voit ça. On se dit, mais bon sang, nous sommes... Moi j'ai fait un texte l'autre jour où je demandais aux avocats, est-ce que vous pouvez encore nous plaider, nous dire, de vous faire confiance en vous confiant nos dossiers comme défense ou accusation. Parce que quand un magistrat nous dit, quand un magistrat du siège, un magistrat du parquet aurait dit ça, ça ne m'aurait pas surpris. Mais quand un magistrat du siège
sur lequel est structurée l'indépendance de la magistrature. Parce que l'indépendance de la magistrature, ce n'est pas les textes. Hein. C'est une organisation. On dit le magistrat du siège, donc les juges d'instruction, juges de jugement, juges d'appel, juges de la cassation, c'est eux qui font ce qu'on appelle, qui structurent l'indépendance de la magistrature. Dès l'instant où désormais ils rendent des décisions sur la base que quelqu'un d'autre leur a dit de rendre, nous, en tant que... Peut-être je vais vous aider parce que... Pardon? Il faut un test quand même pour les donner, pour voir les attributions. Mais c'est pour ça qu'on dit d'abord qu'on part d'abord par les tests. Nous parlons des textes, mais on a les faits. Un magistrat dit. Et pour l'instant, personne n'a encore remis en cause ni son mémo, ni la réponse à la demande d'explication. Parce qu'il ne faut pas qu'on nous prenne pour des... Moi, je suis un journaliste. J'ai entendu, c'est Philippe qui disait tout à l'heure, vraiment, il y a tellement d'informations qui circulent. Aujourd'hui, il est établi que tous ces documents sont authentiques. Youf Jean-Claude. Oui. Déjà, 3 éléments à constater. Nous sommes sur les faits. Nous ne commentons pas les décisions de justice, c'est ce que nous avons dit. Mais nous constatons que la décision de justice n'est pas encore appliquée. C'est un élément. Et pour qu'une décision de justice soit appliquée, il faudrait l'adhésion d'un certain nombre de corps qui, eux aussi, ont besoin d'un certain nombre d'informations concordantes. Là, le problème. Alors, si une décision de justice... Et donc les corps se neutralisent pour empêcher la... Je ne sais pas si les corps se neutralisent. Les corps du même administration... Non, mais c'est-à-dire que c'est pour ça qu'on dit que la justice doit être juste. Parce qu'en fait... Et dans le cas d'espèce, est-elle juste? Je ne sais pas. Parce qu'en réalité, nous n'avons pas encore connu une décision définitive. On n'est même pas encore au niveau de la Cour d'appel. On n'est même pas arrivé à la Cour suprême. Donc, on ne sait même pas. Donc, on peut être dans un feuilleton judiciaire, un marathon même judiciaire qui peut être très long. Les uns et les autres ont même les moyens, que ce soit les différentes entreprises, ont largement les moyens pour pouvoir aller jusqu'au bout, peut-être même jusqu'à la Cour des droits de l'homme de l'Union africaine. Mais la décision n'est pas appliquée. Donc, qu'est-ce qui fait donc en sorte qu'elle n'est pas appliquée? Ça voudrait dire quand même qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui ne comprennent pas et ne voient pas comment l'appliquer. C'est un élément de blocus. C'est important. Bon, maintenant, lorsque nous observons un magistrat qui a pris sa décision en son âme et conscience et qui se rétracte, ensuite, maintenant, on nous dit qu'il a eu une demande d'explication. Est-ce que l'aboutissement de la procédure judiciaire est à travers la lecture tout simplement de sa réponse? Je pense que c'est le Conseil supérieur de la magistrature qui est l'instance qui habilite et qui arbitre dans le cadre des procédures disciplinaires par rapport à des magistrats. Nous ne serons pas étonnés que peut-être qu'ils puissent avoir, c'est un véritable tribunal également, hein, vous vous souvenez, que les magistrats sont à même de pouvoir aller devant le Conseil supérieur de la magistrature suprême lorsqu'ils sont accusés d'un certain nombre de faits et de se faire assister même par des conseils juridiques. Donc ils peuvent même y aller avec des avocats. Donc c'est un véritable tribunal, mais qui est présidé par le président de la République en sa qualité de chef suprême de la magistrature. Au dernier conseil, il n'y a pas eu, comment je vais dire, les procédures judiciaires usuelles relativement aux magistrats, sans doute. Non, mais on est inquiet. Non, on n'est pas inquiet. Aujourd'hui, vous êtes en train de parler d'un cas. À l'ancienne regroupement du Conseil supérieur de la magistrature, on n'avait pas eu ce type de cas. Donc, on ne fabrique pas. On n'est pas là pour les fabriquer ou bien les deviner ou bien les imaginer. Il y avait des cas, mais on a expliqué. Moi, je suis très proche des avocats et du monde judiciaire. Oui. Il y avait des cas, mais ce qu'on a expliqué, pour nous faire croire qu'il n'y avait pas un dysfonctionnement, que comme on venait de nous désigner 3 des 9 membres et le secrétaire permanent, l'ancien PCA, le président de la Cour d'appel du littoral, le magistrat Minko, le juge Minko, qu'ils n'avaient pas eu le temps d'instruire les dossiers qu'ils doivent instruire avec le ministre de la Justice. C'est important. Il faut faire très attention. On s'informe
avant de venir à... Mais on va revenir au même Bon, point. permettons à Jean-Claude Oui, on va de revenir terminer. sur au même point. Oui. Il est en train de vouloir nous dire qu'il n'y avait pas de dossier sur la table. Il n'y avait pas de dossier. Mais puisqu'en réalité, pour qu'on puisse en arriver Alex à des Gustave. cas d'études au niveau du Conseil supérieur de la magistrature, il faudrait que les éléments sur le cadre de la procédure disciplinaire aient été maturés. Si ce n'est pas le cas, il n'y a pas eu de dossier. Donc, on revient sur la même chose. Alors terminez, vous parlez de trois, vous avez évoqué deux, le troisième. Ben, le troisième, c'est la curiosité du fait que, vous voyez, on dit affaire de contre deux. On ne parle pas d'individus. Mais la société Canabois, elle a aussi un dirigeant, un directeur général, un conseil d'administration, un président, je ne sais pas quoi. Mais on ne parle pas de son dirigeant. Mais subitement, le PAD, on parle de son dirigeant. C'est ça la curiosité. Et on parle de l'accusation d'une structure, PAD, contre Canabois, et on en arrive directement au DG du PAD. Maintenant, qu'est-ce qui peut engager la responsabilité individuelle du dirigeant lorsque vous vous retrouvez dans une affaire où vous êtes bel et bien dans l'exercice de vos fonctions? Expliquez-nous. C'est une belle question, vous répondez-y. Oui, c'est une belle question parce qu'en réalité, on se pose la question de savoir les missions du PAD. Et le PAD vient d'assurer un conseil d'administration où ils nous ont même présenté un résultat positif. Ah ben, on n'a pas l'habitude dans ce pays de connaître, oui, c'est-à-dire que... Vous êtes du RDPC. Oui, je vous dis, parce que la conjoncture prête à ce que les structures doivent d'abord exister. Et au vu donc des différents du contexte économique, parfois même on est en situation où on voudrait même dire qu'on a peut-être même besoin de plus de subventions, de plus d'aides. Mais ici, on a une structure qui est autonome, qui est financièrement, qui se porte très bien et qui arrive à dégager des bénéfices. Donc, c'est une très très bonne chose. Mais les bénéfices de cette structure viennent de quoi? Pendant très longtemps, il y a eu des études du cabotage maritime du port de Douala, où on a parlé de compétitivité de ce port, où on a dit que la redevance portuaire du port, non seulement le recouvrement avait d'abord des grandes complications, mais deuxièmement était sous-évalué par rapport aux ports concurrents en Afrique. Il y a eu des études dans ce sens-là. Le port autonome de Douala. Oui, faisons bref. Vous êtes en train de développer sur... voilà, donc je suis en train de dire que si cet élément oui, qui doit apporter des ressources, des revenus au PAD, tel que la redevance, qui est arrêté à travers tout un process, conseil d'administration, validation et tout, d'où vient l'engagement individuel? et donc vous la voyez à quel niveau? Donc c'est là où nous disons que c'est ça qui fait en sorte vous que ça donc, rejoint le troisième constat qui faisait en sorte qu'il y a blocus dans l'applicabilité de la décision. Pourquoi? Parce que ceux qui doivent appliquer, ceux qui sont en même de pouvoir exécuter, ne comprennent pas le virement parce que n'ont pas tous les éléments nécessaires qui font en sorte qu'on passe de l'institution à l'individu. Alors, Célestin Djamène, peut-on subodorer que Cyrus Ngor, l'actuel DG du port, a heurté des intérêts qui étaient installés, Je l'ai dit tout à l'heure. des potentats, Absolument. Cette affaire, il n'y a pas de hasard. Cette affaire commence... au-delà de Bolloré, hein, parce qu'on va dire que Bolloré n'est plus là. Tout part de là. Bolloré n'est plus là. Parce qu'on dit bien des clans qui se battent, c'est bien des Camerounais entre eux qui se battent. Voilà, exactement. Donc, il faut donc avoir une approche endogène de la question. Je ne sais pas si mon micro marche, mais on va se débrouiller. Et donc, si on ne pose pas sur la table cet aspect qui me semble essentiel, ça dit que le droit qui est étalé en ce moment n'est qu'une couverture. Parce qu'en vérité, il y a eu un jugement rendu le 31 mai, me semble-t-il, une audience qui est prévue le 10 juin, donc je crois après-demain. Et en vérité, la question qui se pose dans le fond, c'est d'abord un problème juridique et judiciaire à la fois. Juridique, pourquoi? Parce que le juge rend sa décision sur une base déjà qui est biaisée. Il y a un conflit d'intérêts. Il devrait être récusé. Quand un juge avoue de tels méfaits, on devrait surseoir à statuer pour la prochaine audience déjà. On devrait le faire. Et Cyrus Ngor, le DG du PAD, serait en droit effectivement de demander récusation de ce juge, qui a écrit qu'il a reçu des pressions de sa hiérarchie directe. Donc il y a sa fausse la notion du concept du droit.
Le magistrat est censé être, comme l'a dit Alex, quelqu'un, magistrat du siège bien entendu, quelqu'un d'indépendant. Or, ce même magistrat avoue que ben non, il n'a pas dit le droit en son âme et conscience. Contrairement à ce que dit Youth, il n'a pas dit le droit en son âme et conscience. La justice, dans le cas d'espèce, n'est donc pas indépendante. La preuve en est qu'il avoue. Donc, il écrit même qu'il a envie d'être muté. C'est encore plus grave. Donc, il ne veut plus subir toutes ces tracasseries. Parce qu'il fait l'objet d'une manipulation. Il veut être muté. Alors maintenant, on sait que le CSN est dirigé par le président de la République. Moi, je milite pour qu'on coupe le cordon ombilical entre le président de la République et le Conseil supérieur de la magistrature. Parce que le président de la République est un homme politique. Le Conseil se doit d'être indépendant et donc ne pas subir d'influence politique. Là, il y a un cas d'émission directe de l'émission de l'exécutif dans le judiciaire. Notre Constitution établit la séparation de pouvoir, même si elle est plus ou moins virtuelle, mais elle établit quand même entre le judiciaire, l'exécutif et le législatif. Là, tout est brouillé. Et la pauvre victime, c'est à la fois Cyril Ngor et le magistrat Abada. Ce sont des victimes expiatoires de cette affaire. J'ai envie de dire, Et donc, en quoi est-ce que là, quand même, je comme termine. disait, non, excuse-moi, j'ai envie de comprendre. Alors, le juge prend sa décision en son âme et conscience. En principe. Je ne me souviens pas que... On le présume en tout cas. De toutes les façons, il ne me semble pas qu'il ait pris cette décision avec une arme sur la tempe. Non, non. Sérieusement, un juge. On n'a pas besoin de prendre la décision. Après, dans tous les cas, vous prenez votre décision en votre âme et conscience. Non, c'est faux. Je vais dire pourquoi. On ne peut pas. Il risque quoi? Quand on vit le contexte juridico-politique camerounais, quand on est magistrat de carrière, dire qu'il a besoin d'avoir un couteau sur la tempe, une arme sur la tempe pour prendre une décision en son âme et conscience. Non, il a subi des pressions. Il l'a dit. Et personne ne l'a remis en cause, cette affirmation-là. Personne. Mais on ne va pas être en train non, de... non, monsieur. chacun peut dire ce qu'il veut attendez, dire. non, pas ce qu'il veut. Pas ce Et qu'il on veut. commence à commenter les commentaires. Non, attendez. Je connais le camp que vous défendez. Je vous comprends. Donc vous engagez complètement sa responsabilité dans ce... Le magistrat ne peut pas avoir affirmé un magistrat reconnu pour ses compétences, dit qu'il a subi des pressions dans le contexte économique, juridique, politique camerounais. Vous pensez que c'est possible? Mais évidemment, ce n'est pas le premier cas, malheureusement. Parce qu'on ne parle pas de tous les cas. Ce n'est pas le premier cas, on le sait très bien. On a vu l'affaire du juge Schlick avec, je crois, Atangla Mebara, qui devait être libéré à quelques secondes, quelques minutes, n'est-ce pas? Le juge Schlick a été pas interpellé, mais il a été ramené à l'ordre par ses hiérarchies. Et du coup, Atangla Mebara est resté en prison. Il était 17 heures. Il avait fait ses valises, il s'apprêtait à sortir. Donc le juge Schlick ensuite était muté au ministère de la Justice. Ça veut bien dire que ce n'est pas le premier cas d'immixtion de l'exécutif dans le judiciaire. C'est une évidence. Donc l'argument de faire valoir que non, il n'avait pas un couteau sous la gorge ou bien une arme sous la tempe, non, c'est pas sérieux. Ils subissent des pressions tous les jours. Donc je dis simplement, Alex, que ce magistrat-là, s'il y a une autorité sérieuse dans ce pays, capable de le contredire avec des arguments adéquats, je veux bien. Mais jusqu'à présent, depuis le 31 mai, personne ne l'a contredit. Si. Qui l'a contredit? J'ai lu une tribune du magistrat Anguine, l'ancien procureur. Il a été procureur ici à Douala, procureur de la République, et je crois procureur général à Bamsa. Qui est scandalisé. Qui est scandalisé d'entendre un magistrat dire, écrire, assumer. Autant... Non, j'en viens. Je ne suis pas totalement en contradiction avec toi sur ce point-là. Mais je vais quand même dire que moi, en tant que citoyen, les stages d'âme d'un magistrat ne m'intéressent pas. Moi, je suis journaliste. Il ne me viendra jamais l'idée, et tu le sais, Polycarpe, que quelle que soit ma source d'information, même si j'ai une arme, je préfère aller en prison plutôt que de livrer ma source. Tout à fait. Nous parlons de ça parce que c'est dehors, c'est dans la rue. Mais s'il était venu me donner sa lettre-là, moi, j'aurais exploité, assumé le contenu pour dénoncer les pressions sans révéler que c'est lui qui m'a donné ce document. Dans tous les cas, s'il a eu le courage de dénoncer après, il aurait pu le faire avant. Pas prendre sa décision Ce que nous voulons dire, est-ce que sur cette question-là, on veut dire, Président, Monsieur le Président, ce que nous voulons dire, en tout cas, ce que moi je vais dire sur ce point-là,
que autant on comprend l'environnement juridique, je sais que c'est un jeune magistrat, au TPI, les magistrats, ce sont les magistrats de premier, deuxième grade, donc c'est des gars qui ont soit moins de 5 ans, 6 ans d'exercice, mais ça ne justifie pas. Nous ne pouvons pas venir sur un plateau de télévision, alors que nous nous battons pour que les institutions de notre pays, chacune en ses lieux et responsabilités, fassent son boulot, défendre un magistrat qui, lui, dit que non, il suffit que sa hiérarchie lui dit d'écrire un truc qui n'a rien à voir avec le droit, il le fait. Mais on est tous en danger là. Nous ne pouvons pas, et il a fait, d'autant qu'il circule quand même quelque chose. Il circule, et même si je ne comprends pas comment un avocat a pu faire ça, il circule des échanges de messages entre ce magistrat-là et l'avocat du PAD. Non, c'est des éléments de contexte. Oui. C'est un ensemble d'éléments de contexte. Terminons avec Alex. D'autant qu'il circule, qu'il laisse quand même penser que lui, au moins moralement, il était comme s'attendant à des faveurs de la part du pauvre, excusez-moi le terme, du pauvre directeur général du port autonome de Douala, lequel n'a pas cédé à ces pressions-là, en tout cas à ses propres pressions à lui. Peut-être, qui sait, à quel moment il dit la vérité, à quel moment il ne dit pas la vérité. Donc du coup, sur la question, je pense que Cyrus Ngo, je n'ai pas l'habitude de parler des dirigeants camerounais comme ça, je n'aimerais pas être à sa place. Célestin Djamène a dit une chose tout à l'heure. Est-ce que ces résultats, je ne connais pas beaucoup ces résultats, mais le peu que j'en sais, puisque je lis beaucoup de choses que la presse écrit. Il vient d'afficher 7 milliards. Il vient d'afficher un résultat net bénéficiaire après impôt de 6 milliards et demi, environ 7 milliards. Est-ce que ça peut aiguiser des convoitises? Moi, je vous ai dit que j'ai couvert le port de Douala depuis 30 ans. Je constate que, bénéficiaire ou non, le port de Douala est un enjeu de convoitise extraordinaire dans ce pays, quelle que soit la période. Et ça peut-être ça l'est davantage aujourd'hui. Et quelle que soit l'identité du manager. Et quelle que soit l'identité du manager. Très bien. Parce qu'aucun manager du port de Douala n'a eu la vie tranquille. N'a eu la vie tranquille. Vraiment, si on a eu... Alors, Célestin Djamène. Oui, Alex vient de dire quelque chose d'extrêmement pertinent. Il dit que le port autonome de Douala est un secteur extrêmement névralgique. C'est-à-dire que ça suscite des envies. Que vous le vouliez ou non, on va relier cette affaire à l'ex-dirigeant du port, par personne interposée, Bolloré. Maintenant, entre nous, entre Camerounais, vous savez, la fraternité entre guillemets que les Camerounais nourrissent entre eux, ne se font pas de cadeaux. Moi, je pense donc que, sous la couverture du droit, on devrait purement et simplement arrêter la poursuite contre Cyrus Ngo. Et le hasard, entre guillemets, veut que le président de la République soit le président du Conseil supérieur de la magistrature. Donc, quand même, ça incarne l'éthique du monde judiciaire. Au vu de ce qui se passe, c'est quand même pas tous les jours qu'un magistrat avoue qu'il a reçu des pressions. Il n'a pas dit le droit. Il n'a pas dit le droit. Donc, il n'a même pas regardé les tenants et les aboutissants. On parle de canne-à-bois, de redevances, machin portuaire, le mine transport, etc. Non! À partir du moment où la condamnation est basée sur des allusions, sur des motifs... sur des pressions. Sur des pressions, des conflits d'intérêts. On ne peut plus parler de droit. On ne peut plus parler de droit. Donc, moi, j'ai été prisonnier politique dans ce pays. Le président, ayant vu des accusations fallacieuses contre nous, a décidé d'arrêter des poursuites. Donc, on n'a même pas été jugé. On n'a pas été jugé. Là, c'est pire. On accuse un DG qui a un bilan plutôt glorieux. Le bilan, on n'en parle pas. Plutôt, parce qu'il faut faire le lien. On n'a pas tous les faits, on n'a pas tous les éléments. Donc, on garde un peu de distance attendez, par rapport Il à a de bons ça. résultats comptables. On garde un peu de distance par rapport à ça. Attendez, nous sommes au Cameroun. Il y avait un prédateur économique étranger, Bolloré, comme d'ailleurs les autres. Il y a la PHP de Pinja, il y a les brasseries, il y a Orange et tout ça, qui a malmené le port du Cameroun. Il a malmené l'image du port du Cameroun. Monsieur Ngo a rétabli son image. Regardez les ports, la sécurisation. Au niveau des infrastructures, ça n'a rien à voir. Non, oui. je fais cette vérification pour dire que les envies viennent sûrement de là. Et du coup, comme on se retrouve entre Camerounais, les gens en profitent pour
se livrer à leur bataille politicienne. Évidemment, on sait que la primature et le SGPN ne sont pas dans les une meilleurs ambiance amis du monde. les meilleurs amis du monde. Et donc, et finalement, Cyril Ngo, qui est plutôt réputé être proche du SGPR, évidemment, est en train peut-être de subir les frais du camp adverse. Donc, il y a une question, et ce n'est pas la première fois au Cameroun. Il faut faire une analyse juridico-politique. C'est toujours comme ça dans ce pays. Quand on dit que la magistration est indépendante, ce n'est pas vrai du tout, Jean-Claude. Ce n'est pas vrai du tout. Dans plusieurs cas de justice, de décision de justice, il y a toujours eu une main invisible qui s'est infiltrée. Alors, moi, et ce n'est pas avance. possible de continuer On comme a ça. suffisamment entendu que voilà, c'est une affaire éminemment politique. Mais qu'est-ce qu'elle nous dit? Qu'est-ce qu'elle renvoie? Comment vous l'analysez, vous, du côté de la société civile? Qu'est-ce qu'elle renseigne du fonctionnement de nos institutions? Cette bataille, si on admet qu'il y a une bataille et des clans qui se livrent justement bataille pour le contrôle du port ou je ne sais quoi d'autre, est-ce que pour vous, ça a une consonance particulière de l'état actuel de notre pays et de la gouvernance de notre pays? Bien entendu que ça nous renseigne sur l'état réel de la qualité de la gouvernance actuelle de notre pays, qui indique que le chef semble ne plus tenir la barque. Nous l'avons dit, quand je dis nous, les organisations de la société civile, plusieurs fois. Aujourd'hui, quand on observe la gouvernance du Cameroun, on voit très bien avec les notes qui sortent de partout, les décisions et les contre-décisions qui fusent de partout. On voit très bien qu'il y a un problème de gouvernance centrale, n'est-ce pas, de notre pays. La situation que nous... Vous posez un problème, vous vous désolez de l'absence d'arbitrage rapide, c'est ça? Ben, ça, c'est quelqu'un peut frapper du poing sur la table c'est un indicateur. Arrêter la récréation. C'est un indicateur assez fort, justement, de l'absence de l'arbitre, n'est-ce pas, dans la gouvernance politique aujourd'hui dans notre pays, ça c'est clair. Et c'est aussi un indicateur, si vous voulez, assez fort de ce que des clans existent bel et bien dans notre pays et s'affrontent. Pour contrôler quoi? Pour contrôler la gouvernance du pays et s'assurer, bien entendu, et s'assurer de l'appropriation ou bien de la réappropriation du pouvoir après, n'est-ce pas, le départ définitif. Parce que qu'on le veut ou pas, les biaïstes ont beau chanter matin, midi, soir, le président Biya va finir par partir définitivement de ce... Un jour ou l'autre, voilà, comme tout le monde. Voilà. Donc, et les gens qui sont là autour de lui aujourd'hui, il me semble qu'ils se battent pour s'assurer du contrôle, n'est-ce pas, de la gouvernance du pays après lui. C'est tellement visible qu'on ne peut pas aujourd'hui s'empêcher de nous en inquiéter. Parce que dès que vous avez un problème porté par un camp, vous avez tout de suite l'autre camp qui balance des documents dans l'espace public et vous avez, n'est-ce pas, une confrontation ouverte et publique. On n'avait pas vu ça avant, où des documents censés estampillés avec tampon confidentiel et d'une telle sensibilité circuler dans les réseaux sociaux. On n'avait pas vu ça avant. Aujourd'hui, vous avez des documents qui sont encore dans le parapheur, qui sont déjà dans les réseaux sociaux. Ça veut dire qu'il y a un affrontement, n'est-ce pas, assez sérieux, n'est-ce pas, au plus haut niveau, n'est-ce pas, de la gouvernance de l'État. Donc, c'est un indicateur assez clair qu'aujourd'hui, plus que jamais, qu'on le veuille ou pas, le président de la République semble ne plus contrôler les choses. Et là, il y a donc autour de lui, n'est-ce pas, ces lieutenants qui s'affrontent de manière ouverte. C'est comme un père de famille qui est fatigué et dont les enfants s'affrontent parce que le père n'est plus capable de dire arrêtez et de prendre la chicotte et mettre tout le monde, n'est-ce pas, à la place qu'il faut. Je ne suis pas d'accord avec toi. Ce père-là est très tacticien. Bon, je ne suis pas sûr. Non, je crois que nous devons faire attention. Nous devons faire attention parce que justement le piège dans lequel beaucoup de Camerounais, certains Camerounais continuent de tomber aujourd'hui, c'est que M. Biya, le président Biya, nous a habitués avec un système de gouvernance, n'est-ce pas, gérer le temps. Voilà, à laisser pourrir, n'est-ce pas, des choses pour intervenir au dernier moment.
monsieur, On n'est plus dans le- c'est déjà c'est différent jamais. de ce que tu as dit tout à Aujourd'hui, l'heure. nous avons affaire à un monsieur de 90 ans. Non, Ce n'est pas non, le non. monsieur de 60 ans Non. qui Très hier bien. avait posé sa stratégie Philippe Nanga, sur le merci. pourrissement. On a C'est compris. pas la même chose. Non. Oui, oui. C'est pas la même Il chose. faut s'en Ben non, Oui, c'est oui. pas la même chose. Permettons Quel effet de l'âge? permettons à Jean-Claude de réagir. C'est quand même là, il y a des faits. Philippe, alors, voilà vous écoutez ce compatriote qui pose un point d'inquiétude qui est partagé par beaucoup de Camerounais sur donc, la capacité, voire l'incapacité de l'arbitre à trancher sur cette situation qui commence quand même à durer et qui traduit des batailles qui pourraient aller un peu plus loin que ce que nous observons aujourd'hui. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Mais nous parlons là, nous avons évoqué au début de notre propos l'indépendance de la justice. Oui, mais on n'est plus là dans Alors, la à justice. quel niveau? Non, nous sommes dans la justice. Parce que vouloir que le président de la République puisse intervenir, ça voudrait dire qu'il doit avoir des éléments, des périodes ou bien sur le plan constitutionnel, des moments où il peut intervenir dans le cadre d'une procédure judiciaire. Apparemment, Il peut, il alors, peut. au téléphone l'autre jour. Alors, Mais il peut le faire. Alors, je dis qu'il peut le faire. Il peut le faire. C'est-à-dire, lorsqu'une affaire est, par Constitutionnellement. exemple, en instruction, monsieur Saint-Germain a, par exemple, dit qu'il y a eu l'arrêt des poursuites. Oui. Ça voudrait dire que c'est au niveau du ministère public. Lorsque l'affaire est au niveau du ministère public, on peut procéder par décision du président de la République à l'arrêt des poursuites. C'est ce qui vous a permis de retrouver la liberté. C'était même pas une décision du président de la République. C'est le ministre de la Justice. Qu'est-ce qui coiffe le Non, ministre de la le Justice? président qui décide au En fond. respect dans votre dossier. On va toujours revenir. Dans votre dossier, c'est Permettons à Jean-Claude le de ministère de la finir. Défense. Alex, communique au Alex, procureur on aura ton temps de général. parole. Jean-Claude, On reviendra que c'est le président de la République qui Avançons. a voulu que dans le cadre de l'harmonie, dans le cadre de l'apaisement social, il a voulu que les concitoyens puissent retrouver leur liberté. Et il y a eu arrêt des poursuites. Mais maintenant, ici, nous ne sommes pas dans le cadre d'une affaire où l'institution est au niveau du ministère public. Il y a déjà eu une première décision, donc ça voudrait dire qu'il y a une procédure déjà décisionnelle. On parle même d'un procès en appel au 10 juin. Donc, ce qui voudrait dire que tant qu'il n'y a pas encore une décision définitive, vous ne pouvez pas, par exemple, faire appel à la grâce présidentielle. Parce que là, à cet instant précis, vous ne parlez plus d'arrêt des poursuites, mais vous devez plutôt parler de la grâce présidentielle. Mais la grâce présidentielle intervient dans un certain nombre de cas. Et ces cas-là, c'est d'abord quoi? La décision rendue par les juridictions, par les tribunaux, doit être définitive. Tant qu'elle est encore en appel ou bien elle est récusée, il n'y a pas encore recours au niveau... mais lorsqu'elle est embourbée, dans l'entrelac des batailles de clans, comment on fait? C'est ça. C'est ça la question. Qu'est-ce qu'on appelle bataille de clans? Mais toutes ces correspondances les que aveux, nous voyons, qui les aveux. neutralisent l'exécution, comme vous l'avez constaté les vous-même, aveux. l'exécution et les aveux de la décision de justice, qu'est-ce qu'on fait? Oui. Parce que là, vous êtes confortable de rester dans le juridisme, mais Je là, préfère parce qu'en réalité, Oui. personne d'entre nous ici n'a intérêt à ce que nous ayons une justice fragilisée, à ce que nous ayons une justice qui Mais ne qui a peut dit pas... le Mais les contraire? éléments C'est politiques pas là qui le débat. parasitent Non, la justice. C'est pas ça le débat. pour vous dire que c'est pour ça que je voudrais me concentrer Oui. sur le fait qu'il existe des magistrats dans ce pays qui rendent la justice au nom du droit. Et c'est pour cela que l'ensemble des avocats sont convaincus que sur la base du contradictoire, ils sont à même de pouvoir démontrer votre innocence. Donc, à partir de ce moment-là, le juge de siège, le magistrat de siège est à même de pouvoir rendre une décision qui est certes en son âme et conscience, et pour rendre une justice au nom du peuple. Donc, pour moi, je me concentre sur cela et je suis convaincu que, et vous voyez que plus on va aux instances supérieures, plus on a affaire à des magistrats rompus d'expérience, qui n'ont plus peur, qui n'ont pas un problème de carrière, qui ne sont pas là, qui ne sont pas influençables. Et vous avez si bien évoqué le magistrat Irachi, oui, monsieur Anguine, oui, Anguine, qui a aussi évoqué dans ce propos-là que tout magistrat de siège vit avec les pressions. Parce qu'en réalité, lorsque vous avez deux camps qui s'opposent, chaque partie, que ce soit l'accusation ou la défense, fait pression.
Donc, il a démontré, il a eu à démontrer que la pression même fait partie même de l'exercice de ce métier, fait partie même de l'exercice de ce corps de métier, et que la capacité d'un magistrat à pouvoir faire et à rendre absorber cette cela pression et assumer les décisions et à les rendre en son âme et conscience démontre combien de fois il est un bon magistrat. Très bien. Donc, c'est pour dire ici que on a dit des choses ici. Bolloré ne gérait pas le PAD, il gérait le terminal à conteneurs. On a dit ici que le Premier ministre... Qui est le bateau amiral du port. Le Premier ministre est bel et bien le chef du gouvernement. Donc, ce qui voudrait dire qu'il n'est pas tout simplement... Il est le supérieur des ministres. Mais il est le chef du gouvernement. Donc, non, j'ai dit c'est que... Même le premier des ministres. Non, il est le chef du gouvernement. Il est le chef du gouvernement. Même dans notre constitution, vous voudrez gouverner le pays, vous allez dire un jour que vous allez dire que vous devez veiller sur la Constitution et vous serez un garant de la Constitution. Notre Constitution ne dit pas que le Premier ministre est le premier parmi les ministres. Notre Constitution dit que le Premier ministre est le chef du gouvernement. Très bien, merci. Alex Gustave, sur la question que je posais à Philippe Naga. Je pense que la question que Paul Cab a posée et que Philippe a brillamment, comment je vais dire, sur laquelle il a élaboré, je veux simplement ajouter deux choses. Partant du cas spécifique de la personne Cyril Ngor, moi je suis quand même étonné que les gens regardent Cyril Ngor comme un monsieur qui est tombé de nulle part au port de Douala. Et quand il était dans les services du Premier ministre, parce qu'il part des services du Premier ministre pour être nommé directeur général du port autonome de Douala, il a été chargé, il a été président de la commission d'analyse des offres pour le terminal à conteneurs de Kribi. Qu'à l'époque, leur avis, la vie des techniciens camerounais, en tout cas des techniciens de l'activation, parce que c'est un comité administratif, présidé par un représentant de l'autorité des marchés qui est le service du Premier ministre. La recommandation qu'ils avaient faite, c'était de disqualifier un certain opérateur. Et à la fin, c'est cet opérateur disqualifié par les analyses qu'ils avaient faites, qui a été retenu après une visite du président Hollande au Cameroun. Qu'est-ce que je veux dire? Parce que peut-être que Cyril Ngor arrive au port de Douala avec une mission. La mission de faire prospérer fondamentalement les intérêts du Cameroun dans cet espace stratégique et névralgique. Et dans l'entre-deux, la période d'entre-deux qu'on est en train de vivre, on vit une période d'entre-deux, c'est-à-dire qu'une fin d'année, c'est une période d'entre-deux. Les Américains disent le money time. You got it all. Les acteurs internes du système, avec des alliances parfois extérieures, considèrent que si on liquide un type comme ça, au port de Douala, on a des chances de contrôler cette infrastructure névralgique qu'est le port de Douala, à la fois sur le plan financier, sur le plan des intérêts qui se jouent dans l'eau là. Parce que nous, quand on arrivait à Douala, quand on était... Ce qui rentre, ce qui sort. Ce qui rentre, ce qui sort. Et ce monsieur étant réputé être un peu cassant. Cassant pour ceux qui pensaient que tous les fonctionnaires étaient des gens à qui on peut imposer un ordre, ils suivent, qui sont des gens complexés. Il n'a pas montré beaucoup de complexes depuis qu'il est arrivé, complexe d'infériorité s'entend, depuis qu'il est arrivé à la tête du port autonome de Douala. Et du coup, il est la cible d'un certain nombre. Il semble être, moi je préfère parler avec des réserves, il semble être, mais en tout cas les faits jusqu'ici montrent que... Sont convergents. Oui, les faits sont convergents. Mais est-ce que c'est spécifique au port de Douala? Moi je constate que toutes les structures à enjeux politiques, enjeux de pouvoir, sont l'objet de guerres pas possibles. Regardez ce qui se passe autour de la fiscalité
d'une entreprise qui peut avoir de l'influence sur l'opinion. Entre ceux qui veulent qu'elle paye ses impôts et ceux qui ne veulent pas qu'elle paye ses impôts, on se retrouve dans le même chemin, à la seule différence que aucun juge n'a encore rendu de décision, même tordue, contre ce monsieur-là. Et du coup, on redoute, en tout cas, moi en tant que citoyen, je préfère toujours parler dans ce genre d'affaires en tant que citoyen, doublé de mon statut de journaliste, que nous devons faire nous devons être très attentifs à ce qui se joue. Attentifs comme citoyens, parce qu'on ne peut pas continuer à nous voiler la face comme notre frère, communicant du RDPC, semble le dire. Le président, parce que pour l'instant, je pense que le président Biya est le président du Cameroun. Il est, je ne pense pas, c'est Oui. un fait. Bon, théoriquement, oui. Mais c'est quand même étonnant. C'est quand même étonnant qu'il y ait un tel niveau De désordre. de chien-lit. De chien-lit. Le terme que les gens... De chien-lit au sein de la... L'administration. Pas seulement de l'administration, parce que ce qui se passe entre le ministère de la Justice, le secrétaire général de la présidence, les services du Premier ministre, le ministère des Finances, le ministère de l'Éducation et consorts, ce n'est plus les administrations. C'est des batailles entre des politiques. C'est-à-dire, les ministres sont des politiques en principe dans un régime normal. Donc, ils sont les principaux notables du président. Donc, quand ils n'arrivent pas à s'entendre, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus de vision commune à mettre en œuvre. Oh, calmez-vous, c'est moi qui parle. C'est moi qui parle. C'est moi qui parle. Alex, chutez. Ils ont une vision commune. On a l'impression que chacun se positionne aujourd'hui par rapport à son agenda personnel. Et dès l'instant où un gouvernement est dans cet état-là, il n'est pas étonnant d'entendre des opposants dire qu'il n'y a plus de gouvernement dans ce pays. Parce que ce que les gens font là, au cours d'un conseil de ministres, un président demanderait quand même, à défaut de dégommer un ou deux pour remettre de l'ordre, il demanderait à arrêter. Si vous ne voulez pas arrêter, moi je prends mes responsabilités. En tout cas, c'est moi qui suis élu. C'est le président qui est élu, les ministres ne sont pas élus. Très bien, c'est entendu. Il nous reste très peu de temps, environ 10 minutes. Je vais embrayer avec le dernier sujet pour que chacun ait l'occasion d'en dire au moins un mot sur cette donc autre affaire qui est survenue cette semaine aussi via les réseaux sociaux qui sont devenus un marqueur très important dans notre société. Cette correspondance du préfet du Vouri, Benjamin Boutou, à un manager d'entreprise brassicole à Douala, où du fait de son malheur, il... Du fait de son malheur dans sa famille. Dans sa famille, enfin un malheur qui le concerne lui directement, il dit sur un ton quasiment injonctif, il instruit ce dirigeant d'entreprise-là de lui faire donation de boissons et autres. Est-ce que pour vous déjà il y a affaire? Est-ce qu'il y a affaire? Est-ce que c'est quelque chose qui vous interpelle? Célestin Djamène. Je pense que le préfet d'un département, c'est un chef d'État local, si j'ose dire. Il doit donc refléter le comportement et incarner, n'est-ce pas, la légalité dans ce département. Un préfet peut tout mendier. Parce que pour vous, c'est de la mendicité. Pour moi, quand on prend les emblèmes de l'État, on est dans un monde cybernétique, quand on sait que les fuites peuvent arriver à tout moment. Quand on prend les emblèmes de l'État, qu'on adresse une sollicitation à une entreprise privée, mais on prend le risque pour demander qu'on vienne en aide pour la réalisation d'un deuil. Je compatis au deuil qu'il subit. Comme être humain, moi aussi j'ai perdu ma mère, ce n'est pas la question. Mais c'est que la perte d'un membre de sa famille n'est pas un événement officiel. Et même si ça l'était, il ne revient pas à une entreprise privée de fournir la bière à pression ou l'alcool. Moi, je ne peux pas comprendre ça. Il y a quand même un niveau où il ne faut pas franchir le Rubicon. Nous sommes tous Camerounais, on a des opinions divergentes, mais on a quand même à cœur l'image du pays, de la nation. On ne peut pas accepter qu'il aurait pu envoyer un émissaire aux brasseries du Cameroun
demander une aide ou même le faire oralement. Mais pourquoi juge-t-il important, indispensable, de prendre les emblèmes de l'État pour solliciter une aide privée? Je dirais même que quand tu le fais oralement, tu dois le faire avec beaucoup de discrétion. Là, nous sommes vraiment dans du grand n'importe quoi. Et quand on parle de chienlit, c'est vraiment la chienlit. Mais pour revenir aux affaires, à l'affaire précédente de Cyril Ngo, quand on refuse de saisir le personnage Paul Biya, on refuse de comprendre les histoires. Même quand il était plus jeune, il ne s'est jamais hâté dans les affaires. Jamais. On parlait de chienlit déjà depuis très longtemps. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Il vous met dans une espèce de conflit là, volontaire, vous vous encanaillez, et puis vient après, il frappe. Vous savez, attendez. Non, ça c'est votre opinion. Non, parce qu'un lion a perdu en vitesse. C'est le Romagnon à la qui demain moins lion, parce qu'en vérité, on l'a souvent vu, très souvent. On a vu l'affaire quand Dion Goutet est parti dans le Nozon en 2020. Il a dit qu'on peut discuter de tout, y compris du fédéralisme. Monsieur Atangadji, ministre de l'AT, à Paris, disait le contraire. Il disait exactement le contraire. Oui, il n'a pas réagi. Mais tu voulais qu'il réagisse? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? On parlait de cacophonie, justement. Non, c'est ça qu'on Mais justement, c'est le personnage qui est comme ça. C'est pas d'aujourd'hui. Oui, c'est vrai que... Ce n'est voilà. pas d'aujourd'hui. Mais sauf qu'aujourd'hui, Nous, les Camerounais, qui le pratiquons, ça ne change absolument rien à la personne. Mais pourquoi Alors, on revient à ça? on était à autre chose. Quand on aborde des affaires, le préfet du Vouri, Oui. l'acte qu'il a posé devait mériter au moins une suspension. Il ne le fait pas. Parce que l'homme est comme ça. Parce que cet acte, je le répète, c'est grave pour mériter. C'est suffisamment grave. Mais attendez, si le vendeur de savon Je crois que tu es en France ici. est capable de faire les obsèques de sa maman et de sa grand-mère sans l'aide de personne, a fortiori un préfet. Et même s'il avait sollicité une aide, mais ce serait assez hiérarchique dans tout le monde, qui serait tout à fait avec plaisir qu'il le ferait. Mais là, il sollicite une entreprise privée. D'abord, vous l'avez dit, c'est une injonction carrément. C'est même pas une demande qu'il fait. Il dit, prenez attache avec mon SP et pour faire ce que je vous ai demandé. Et il fait pièce jointe le faire part. Mais c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Philippe Nangavo, qui est un peu, on va dire quoi, le policier de bonne pratique. Vous considérez aussi suffisamment grave cet acte? Oui. Dégradation de la fonction, peut-être? Bien entendu, je crois que non. Et puis, c'est aussi un indicateur de l'état de déliquescence de notre système gouvernant. C'est clair que quand on observe ce type de comportement, on comprend la gravité de notre situation actuelle. Parce qu'on est plus soucieux même de l'image de l'administration qu'on représente. Je suis sûr que ce préfet, sa famille suffirait à mettre l'argent sur la table. Je suis choqué parce que je me souviens une fois, j'ai été dans un bureau d'un responsable camerounais, je peux citer peut-être M. Ngondi Eboa. C'est quelqu'un qui m'avait marqué ce jour parce qu'il avait reçu sur sa table, n'est-ce pas, une demande d'aide d'une chefferie, que je ne vais pas citer ici. Et il était choqué. Et il me dit, mais ce n'est pas possible. Là, je reçois une demande d'aide de ma chefferie, de notre chefferie. Ils n'ont pas besoin de demander de l'aide à mon entreprise. Nous, les enfants, on est capable de donner de l'argent, tout ce qu'il faut pour que cet événement ait lieu. Et il me disait, la chefferie n'a pas à demander de l'aide à une entreprise privée. Si vous voyez, regardez, vous voyez, déjà on est à la chefferie. Mais là, vous avez l'administration publique qui a tous les moyens, qui va chez un opérateur solliciter une aide. C'est grave. C'est grave. Parce que, c'est même un geste encore impudique. Parce qu'à la limite, vous prenez votre téléphone, monsieur le directeur, j'ai eu est-ce que vous pouvez... Voilà. C'est encore... C'est moins... Ça reste limite, voilà. Mais c'est acceptable. Voilà. C'est parce qu'au moins, vous gardez votre autorité. Ouais. Mais là, vous écrivez, cachetez, vous envoyez. Quand même, ce n'est plus vous. Parce que ce n'est pas lui. Ouais. C'est la préfecture qui l'engage. C'est l'État qui l'engage. C'est ça. C'est l'État. C'est l'État qui l'engage. Avec des charges. Devant un opérateur. Quelle insulte. Alors, il a déshabillé l'État.
comme j'ai lu ici et là, le prophète Djivouri, Benjamin Boutou. Mais Polycarpe, tu sais, vous savez exactement ce que j'ai écrit. J'ai dit que ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Moi, je n'ai pas les mêmes responsabilités vis-à-vis d'une grande population, en tout cas vis-à-vis d'une région aussi importante, d'une localité aussi importante que le Vouri, que le préfet. Moi, je ne suis que chef d'un quartier. Ouais. Et vous venez d'ailleurs de faire les obsèques de votre papa. Les funérailles. Les funérailles, oui. Il ne m'est arrivé à aucun moment, je dis bien aucun moment, l'idée d'écrire formellement, alors que j'aurais pu le faire à quelque entreprise que ce soit, pour soutenir ma famille ou me soutenir en tant que chef de famille pour l'organisation de ces obsèques. La seule entreprise qui l'a fait librement et volontairement en signe, comment je vais dire, de la relation qu'il y a entre lui et un certain nombre de membres de ma famille. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que la dignité d'abord personnelle, on ne la marchande pas. Ensuite, l'image de l'État que représente chaque niveau d'autorité, je dis bien niveau d'autorité de l'État, nous, citoyens, si nous acceptons ça, est-ce que nous acceptons d'être méprisés partout où nous allons? Vous imaginez? Moi, j'ai entendu les défenseurs du préfet dire, oui, c'est le service commercial des brasseries qui a demandé qu'il écrive cette lettre-là parce que ça devait passer à la comptabilité. Je dis que, mais si tu es intelligent, on te demande ça, tu n'écris pas. Je disais même dans une discussion. Attends, au directeur général. Je disais même dans cette discussion, peut-être qu'il aurait mieux fait d'écrire sur un papier en tête, sur un papier nu et signer de sa main en bas individu Benjamin Boutou. Même là, tu es quand même préfet. Tu es préfet. Et parce qu'il y a une loi dans ce pays qui réprime, comment je l'ai dit, l'utilisation de sa position pour obtenir des faveurs personnelles. Ce monsieur-là, notre préfet, il est susceptible, si on était dans un État qui était gouverné, qui était tenu, d'être poursuivi pour ça. Parce que c'est une manière de corruption. La corruption est à la fois morale, financière et éthique. Et matérielle. Quand vous demandez des faveurs ou des services à un opérateur privé, vous ouvrez à lui retourner sous le couvert de votre administration. Vous ouvrez à lui à ne pas faire exercer les contrôles que vous devez trafic d'influence. Le trafic d'influence. Pourtant, moi qui couvre les communes, journaliste politique que je suis, j'ai couvert les communes au moins dans la région du littoral. Je sais comment dans les budgets des communes, il y a des lignes qui sont cassées. Je parle sous le contrôle d'un ancien conseiller municipal ici. Il y a des lignes budgétaires dans les communes qui sont intitulées soutien aux autorités administratives. Et la principale autorité administrative qui bénéficie de cette ligne-là, c'est le préfet, qui est le représentant de la tutelle dans la localité. Dans le Vouri, c'est 6 communes. Vous pouvez imaginer ce que un simple appel à chacune des communes lui apporterait. Je trouve que ces lignes-là, c'est des lignes qui n'ont pas existé, mais pour l'instant, elles existent. Légal. Au-delà de ça, il existe pour les services publics administratifs, notamment celles chargées du commandement et du renseignement, ce qu'on appelle des ressources de souveraineté. C'est-à-dire qu'il y a des lignes de crédit qu'ils utilisent sans que personne leur demande l'affectation qu'ils en ont faite. On leur fait des dotations, lesquelles dotations ils utilisent pour un certain nombre de réseaux pour que l'administration, pour que la vie soit tranquillisée peut-être dans la ville ou dans la localité. C'est ce fonds-là. Le préfet a largement les moyens pour faire et si c'est compliqué, si c'est compliqué, il écrit à ses différentes hiérarchies. Il y a la région, il y a le ministère de l'administration territoriale, il y a même les réunions
les réunions entre collègues. C'est comme ça que nous on fait quand on... Que tous les Camerounais font, que tout le monde fait. Que tout le monde fait. Alors, Jean-Claude Youf, le préfet serait bien inspiré de ne pas, y compris acheter les boissons SABC, estampillées SABC pour ses obsèques. J'imagine mal comment, à ces obsèques-là, on verrait des boissons qui viendraient des brasseries du Cameroun, si tant est que... Qu'est-ce que vous lui conseillez, du coup, Est-ce que lorsqu'on est préfet, on est plus citoyen camerounais? Premièrement. Terminons avec vous. Hein, parce que avant tout propos, je tiens d'abord à présenter mes sincères et vives condoléances au préfet du Vouré, qui a perdu sa maman et qui est durement éprouvé par ce deuil. Donc, maintenant, dans le cadre de l'organisation, en sa qualité de préfet, d'autorité administrative et de tout, lorsque vous avez un deuil, vous savez même le nombre d'invités que vous aurez. Vous ne savez pas. Il peut y avoir 5 000, 10 000 invités. On ne sait jamais. Et autre chose, lorsque je suis, par exemple... Non, j'en viens. Lorsque je suis, par exemple, M. Célestin Djamel, le président Célestin Djamel, je constate qu'il n'a jamais fait la démarche auprès des brasseries. Que ce soit... oui, parce qu'en réalité, toutes les associations, tous les individus qui organisent des manifestations de grande envergure, il existe la notion de free shop dans ces brasseries-là. Il y a les sessions, nous on connaît, il y a les sessions. Ok, ces sessions, ces free shops-là, pour les obtenir, pourquoi on vous les donne? Oui. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il y a même du personnel qui a été licencié pour détournement des free shops. Je vais vous prendre un autre exemple. Non, mais vous avez parlé, laissez-nous comme vous avez parlé, laissez-nous vous expliquer. On termine. Vous constatez par exemple qu'il y a des réfrigérateurs qu'on met dans des bars pour pouvoir les avoir. Parce que ça peut vous éviter par exemple un investissement de 150 ou 300 000 francs. Vous écrivez aux brasseries. Vous écrivez à ces sociétés brassicoles. Mais c'est la publicité également. On vous demande que si vous avez besoin, par exemple, d'acheter au prix industriel, parce qu'en réalité, vous n'êtes pas obligé d'aller acheter au niveau du dépôt. Si vous voulez acheter au prix industriel, ou bien qu'on vient même vous le livrer, et ça, c'est possible. Vous faire un service dédié, vous écrivez, et vous faites la demande. Dans le cas d'espèces? Maintenant, dans le cas d'espèces, que la demande du préfet soit faite sur papier en tête ou de manière individuelle, dites-moi si nous pouvons dissocier sa qualité de préfet. Non. OK. Mais entre-temps, est-ce qu'en qualité de citoyen camerounais, n'a-t-il pas le droit d'organiser des obsèques dignes? Il n'est pas un citoyen ordinaire, monsieur. Il est détenteur d'un pouvoir constitutionnel. C'est ce que nous disons. Oui, mais il est détenteur d'un pouvoir. Oui. Mais maintenant, apparemment vous vouliez qu'il définisse également les lois et règlements de fonctionnement d'une société. Oui. Parce qu'en réalité, au niveau de la SABC, dont nous parlons sans publicité, si vous avez besoin d'avoir cette session, d'avoir monsieur n'est pas dans le débat. vous serez en obligation de les écrire. Le préfet maintenant, comment vous allez les écrire et ne pas signer et ne pas engager vos responsabilités individuelles? Moi, je trouve même que le préfet est victime. Parce qu'en réalité, comment se fait-il? Il est victime de quoi? Oui, il est victime de par le fait qu'une correspondance qui est à titre privé se retrouve dans les réseaux sociaux. Et c'est pour ça qu'on dit que les réseaux sociaux doivent être encadrés. Et que la liberté des uns des autres commence déjà à déborder. Parce que ça, c'est un élément de la vie privée qui relève totalement de la vie privée et qu'on ne comprend pas comment cette correspondance qui est véritablement privée vient se retrouver ici. Pourquoi on ne publie pas, par exemple, faire part des obsèques de sa maman? Merci. Et ces obsèques auront lieu pour la gouverneure. 17 et 18. Voilà, 17 et 18. Vous essaierez. Nous condamnons vous essaierez. Quel est cet acharnement sur lui? Il est victime. Et le fonctionnement de la SABC, pour pouvoir obtenir quoi que ce soit à titre gracieux, vous devez les écrire. Pas un préfet. Quel qu'en soit l'individu, vous les écrivez. Merci, messieurs. Merci infiniment. C'est terminé pour ce soir. Merci, Jean-Claude. Merci. Je suppose que tellement vous êtes énervé que vous allez lui apporter votre contribution. Oui. Très bien. Il mérite. Merci Jean-Claude, merci Alex, merci Célestin, merci Philippe.
Merci à vous surtout d'avoir regardé cette autre édition de Mot pour Mot. Rendez-vous mardi prochain pour une édition de discussion citoyenne sur... Fin de soirée, bonne nuit, au revoir.